En Serbie, les obus pilonnent Belgrade. Une armée britannique traverse la Manche pour rejoindre le front. Cette fois-ci, elle établira son camp avec les troupes françaises. Pour être opérationnels sur le front, les poilus doivent pratiquer sport et discipline. Ils sont aussi formés au maniement des armes. Quand ils embarquent dans les trains pour le front, ils sont joyeux. Ils ne savent pas ce qui les attend. Il faut dire que la désinformation est bien orchestrée. Une fois arrivés, c'est l'attente. Ils posent des barbelés pour se protéger de l'ennemi. Le téléphone est installé dans les tranchées. On construit des ponts, des routes, des voies ferrées pour faire la guerre. Les Australiens ont parcouru des milliers de kilomètres pour rejoindre les rangs britanniques. Le général retraité Paul von Hindenburg est rappelé. Il commandera les troupes allemandes qui affronteront les Russes. Juché sur les dunes de sable de Belgique, l'empereur allemand observe son armée. L'Angleterre se trouve de l'autre côté de la Manche et ses hommes veulent visiter Londres. Les civils français fuient devant l'avancée des unités allemandes et devant les bombardements destructeurs. Les souvenirs des Prussiens de la guerre de 70 sont encore bien présents. Les soldats français s'efforcent de résister à la marée allemande. Certains de ces hommes resteront plusieurs années sur ce front. D'autres y trouveront la mort. Ils luttent avec acharnement pour empêcher la progression allemande. Les stocks ne manquent pas du côté français. L'effort de guerre porte ses fruits. Nos soldats testent toutes les armes, utilisent des tanks. Ils tirent avec des canons de 75 mm, de 120, 140, 155, 270, 320, 340, 370, 400 et même 520 mm. Les hommes marchent sans cesse vers le front, puis une fois dans les tranchées, c'est à nouveau l'attente, l'observation de l'ennemi. On creuse des abris à munitions dans les collines. L'armée du général Gallieni quitte Paris pour rejoindre le front. Et pour la première fois, les hommes partent au combat en taxi. Ce sont les fameux taxis de la Marne qui permettent à la France d'acheminer vers les zones de combat une grande quantité de combattants dans un bref délai. L'Allemagne ne s'attendait pas à cela. Voici les soldats britanniques, les Tommies. Ils s'affairent, s'efforcent d'écarter l'ennemi. Leurs canons sont redoutables. Les Tommies rejoignent le front dès le début de la guerre, mais ils trouveront vite la mort. Ils se battent vaillamment, ils maudissent l'ennemi, ils frappent fort et meurent pour leur roi et leur patrie. La France n'est pas mal pourvue en armement. Elle utilise des canons à longue portée, montés sur train et voies ferrées, ce qui permet de les déplacer relativement facilement et de compenser également le très fort recul engendré par les tirs. Les Allemands sont stoppés, Paris est sauvé. Quelque temps auparavant, ces hommes, chéris et acclamés dans leur pays, défilaient au pas de loi. Après 4 longues années, l'armée allemande sera finalement défaite. Le roi décore ses vaillants soldats. Les journées se ressemblent, comme les tranchées dans lesquelles les poilus doivent circuler, attendre, vivre. La cigarette procure aussi un peu de réconfort. Elle permet aussi de masquer les terribles odeurs de cadavres en décomposition qui sont enfouis partout sur le front. Encore une alerte au gaz. Il faut attaquer, se faufiler entre les explosions d'obus. La vie du poilu ne vaut pas grand-chose dans ces conditions. Dans les tranchées, ils doivent souvent courir, toujours courbés pour se protéger, puis sortir à découvert
pour une fois encore attaquer, appuyé par l'artillerie. Le généralissime Joffre est surnommé Papa Joffre par 2 millions d'hommes. Ces hommes ont capturé quelques prisonniers. Mon enfant, vous êtes un brave soldat. Le roi d'Angleterre et son fils visitent les champs de bataille. Le président Poincaré et le corps de l'armée française accueillent leurs hôtes. D'autres rois anglais ont déjà foulé le sol de ces champs de bataille. Mais il n'y avait encore jamais eu autant de jeunes hommes sur les lignes de combat. Partout, on installe des bases de ravitaillement qui permettent d'alimenter le front. Toute la journée, on charge et on décharge. Dans toutes les guerres, l'intendance est capitale. Il ne s'agit pas de tomber à court de carburant pour les convois qui transportent des munitions. Sinon, les canons ne pourront plus tirer. Il en est de même pour le ravitaillement des hommes. Les poilus tapis au fond de leurs tranchées ne doivent pas mourir de faim. Ils ont besoin de force pour vaincre l'ennemi. De plus, la nourriture leur apporte un peu de réconfort. Si la guerre est difficile moralement, elle l'est aussi physiquement. Mais beaucoup de poilus sont issus des campagnes et ils ont l'habitude des travaux pénibles. La reine d'Angleterre inspecte un corps infirmier. La princesse Mary Près de Paris, le maréchal Joffre attend son invité, le maréchal britannique Lord Kitchener. Ce sont probablement les dernières images de Lord Kitchener. En effet, il disparaîtra à bord du croiseur Hampshire qui sombrera dans les eaux froides de la mer du Nord. Il neige en cette période de Noël, tandis que les hommes continuent le combat dans les Flandres. Ils se battent pour remporter la victoire et rentrer chez eux. Mais la neige persiste et les poursuit sur les champs de bataille de Flandre. L'Italie, qui s'est d'abord déclarée neutre au début du conflit, entre finalement en guerre aux côtés des Alliés. Le roi Vittorio Emmanuel et son cousin, le duc d'Aoste, passent en revue leurs armées. Des trains transportant des armes et des hommes sont acheminés. Du bœuf, du vin et des spaghettis. L'armée prépare ses vivres. Dans l'histoire, de grands conquérants ont traversé les Alpes, Hannibal, César ou encore Napoléon. La chance appartient à ceux qui possèdent la plus lourde artillerie. Au-delà des Alpes se dresse l'infanterie. En Autriche, lors de sa 68e année de règne, l'empereur François-Joseph s'éteint. Son empire ne lui survivra que 2 ans. Charles Ier est couronné empereur d'Autriche et Zita devient impératrice. Le nouvel empereur prend alors un bain de foule. Il salue les enfants qui lui tendent des fleurs, rend visite aux généraux accompagnés de leurs armées, encourage les soldats, salue les religieuses
et rencontre finalement les prisonniers italiens. Voici le vaisseau amiral autrichien San Stefan. Il disparaîtra corps et biens et son naufrage sera filmé. La guerre en haute mer. Le sort des Alliés repose sur les forces navales britanniques, les Dardanelles, le Jutland et la mort dans la mer Adriatique. L'Angleterre dispose d'une puissante force navale toujours prête à sillonner les océans. Située dans l'estuaire du Forth, voici la grande flotte britannique avec ses puissants dreadnoughts et ses vaillants équipages. Le roi se trouve ici présent. L'amiral Jellicoe commande la flotte britannique. L'amiral Beatty commande l'escadrille de croiseurs. L'amiral Sturdy détruira la flotte allemande au large des îles Falkland. L'amiral Rims, quant à lui, naviguera à bord du premier Seagull. Les navires italiens patrouillent le long des côtes autrichiennes, sillonnant la Méditerranée en éclaireurs pour ouvrir la voie au transport de troupes et de marchandises. Les destroyers dissimulent des transports derrière un écran de fumée, afin de leurrer les nombreux sous-marins ennemis se trouvant dans ces eaux bleues. Le long du littoral autrichien, les Italiens engagent le combat avec la batterie côtière. Pendant ce temps-là, la flotte française rejoint les escadrilles britanniques. Les ordres sont secrets. Seuls les commandants connaissent leur destination, les Dardanelles. Un sous-marin allemand se dirige vers la flotte. Soudain, un périscope apparaît. Le destroyer lance des torpilles. Les canons font feu. Les grenades sous-marines sont larguées et l'ennemi disparaît. Mais le pire reste à venir. Avec leurs pavillons flottants à la cime de leurs mâts, les forces navales franco-britanniques commencent à bombarder les défenses turques. Le débarquement des troupes franco-britanniques dans les Dardanelles aboutira à un dramatique fiasco. De retour dans la mer du Nord, l'amiral von Scheer, le commandant de la flotte allemande, espère intercepter une escadrille britannique, la détruire et se replier dans sa base. Mais les Britanniques apprennent que la flotte allemande est de sortie. La grande flotte, constituée de 151 navires, est déterminée à emporter la victoire dans la bataille du Jutland. À l'horizon, la flotte allemande de haute mer, placée sous le commandement de l'amiral von Scheer, attend. Les destroyers foncent à toute allure. Des tirs ennemis éclatent. Un navire fait feu pour donner le signal. Un sous-marin est en vue. Encore une fois, les destroyers lancent une attaque. Ils larguent des grenades sous-marines et plusieurs kilos de nitroglycérine. La flotte britannique a subi de lourdes pertes humaines et matérielles, mais elle sort victorieuse de cette bataille. En revanche, la flotte allemande vaincue ne combattra plus. Le roi George V honore les héros de la flotte britannique. Tôt le matin, un petit bateau à moteur italien est de patrouille. Un navire de guerre apparaît à l'horizon. Il s'agit du San Stefan, le vaisseau amiral autrichien.